Bonjour, donc moi je suis Jean-François Faure, je suis le président fondateur d'Ocoff.com. On existe depuis 2009. Aujourd'hui, on conserve sous forme de métaux précieux, donc de l'or, de l'argent métal, du platine, du palladium, l'équivalent d'un demi-milliard d'euros pour le compte de nos clients. Donc nos clients sont en fait monsieur tout le monde. J'ai tendance à dire que notre client emblématique est le médecin de 55 ans qui est français, plutôt un homme. On aimerait que ce soit un peu plus diversifié et notre objectif, voilà, c'est de lui fournir une capacité à acheter et revendre des métaux précieux en temps réel et des métaux précieux physiques. Physique et donc avec aussi les outils de paiement et de... Exactement. Hein, c'est ça. Raphaël Delplanque, vous êtes dirigeant de Venture Real Estate, un fonds immobilier. En quoi consiste-t-il pour sa part? Quelle est sa spécificité? Alors notre fonds immobilier donc, concerne... Bien le micro près de vous, juste posez-le sur le menton, comme ça. Voilà, bon, parfait. Notre fonds immobilier donc, et notre groupe est porté vers l'investissement de professionnels dans l'immobilier, principalement à thème patrimonial. Et donc voilà, nous avons développé ces services et ces produits à destination d'investisseurs désirant décorréler leur portefeuille financier au sein de la classe d'actifs immobilières par un fonds de rendement. Ouais, le groupe a été fondé en 2015 et aujourd'hui, une des activités, c'est notre fonds Venture Real Estate Fund dont on va parler aujourd'hui et qui a une valorisation de plus ou moins 450 millions à ce jour. Très bien. Éric Bangel, vous êtes vous dans la forêt, dans le bois? Je suis directeur associé d'une société de gestion qui s'appelle France Vallée, qui a 10 ans, donc moitié moins que Montaigne. Société de gestion indépendante et on gère pas mal de niches. Et parmi les niches, puisqu'aujourd'hui ce sont encore des niches, on est spécialisé sur les actifs naturels. Alors qu'est-ce qu'on appelle actifs naturels? C'est principalement le forestier, le viticole et l'agricole demain, même si c'est assez difficile à mettre en place en France, mais on y travaille. Alors je vais commencer par vous, puisqu'on est quand même dans une région qui évoque aussi un peu plus votre approche. Quelle est la spécificité de l'investissement plutôt que vous proposez? Bon, je vais être super décevant pour les régionaux. En fait, on n'intervient pas dans la forêt des Landes, parce que la forêt des Landes représente tout ce qu'on déteste. C'est-à-dire, on est sur des forêts mono-essence, pour des raisons qui sont liées à la station forestière, donc il est difficile de faire pousser autre chose. Donc nous, par définition, nous n'aimons pas les forêts mono-essence. Beaucoup de propriétaires sur ces parcelles, et ça c'est un peu le mal français. 75% de la forêt en France appartient à des investisseurs privés. Ils sont un peu plus de 3,5 millions. Ça veut dire qu'on a beaucoup de propriétaires qui détiennent des toutes petites parcelles. C'est très très morcelé, et donc c'est très très compliqué à pouvoir essayer d'en obtenir des rendements et surtout d'apporter une gestion un peu plus vertueuse. Donc les Landes, c'est un petit peu ça. Vous rajoutez à cela quelques décisions politiques plutôt malvenues qui ont visé à faire en sorte qu'on ne puisse pas créer des voies d'accès dans les forêts. On a vu ces malheureux sapeurs-pompiers tourner autour du massif pendant quelques jours avec les impacts qu'on connaît. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on déteste. Nous, on aime les forêts diversifiées, donc sur lesquelles vous allez retrouver de multiples essences, parce que c'est un vrai frein contre un des risques. C'est vraiment un risque essentiel de la forêt. Oui, on parle du risque incendie, parce que de toute façon, ça c'est lié au réchauffement climatique. Il faudra s'y préparer. On peut en France couvrir ce risque par le biais de polices d'assurance. De la même manière qu'on peut couvrir le risque de tempête, de neige lourde, si même malheureusement c'est un peu moins d'actualité. Non, le vrai risque sur les forêts, c'est le risque phytosanitaire. Chaque arbre a sa propre maladie. Aujourd'hui, nous on y voit, et les exploitants forestiers le voient déjà depuis une quinzaine d'années, le réchauffement climatique il est déjà présent. Vous avez des hivers de plus en plus doux. Et donc quand vous avez plus ces grandes gelées qui avaient quand même un mérite, c'était de pouvoir éliminer un certain nombre de larves, vous avez beaucoup plus de parasites. Donc ça, c'est un vrai frein. Mais comme chaque arbre a sa propre maladie, si vous avez des forêts hautement diversifiées, vous limitez très très fortement le rythme de contagion. Et puis nous, ce qu'on aime bien de plus en plus, parce qu'on commence à y réfléchir activement, c'est d'aller investir sur des forêts qu'on sait être menacées, des forêts typiquement mono-essence, où on a implanté... Quand vous récupérez une forêt, vous récupérez les erreurs du passé. On ne fait que la transmettre. Voilà, c'est pas une Patek Philippe, mais c'est un peu la même histoire. Ce qu'on fait, c'est qu'on intervient parfois sur des forêts, on va le faire de plus en plus, qu'on sait être malheureusement condamné à disparaître parce que l'essence n'est plus adaptée par rapport au réchauffement climatique. Et dessus, faire tout un travail sur une régénération naturelle. On travaille beaucoup avec l'ONF, naturellement, pour faire en sorte d'identifier les essences demain capables de résister aux futures conditions climatiques. Donc, aujourd'hui, la forêt idéale, elle se trouve où pour vous?
Alors nous, on intervient dans toute l'Europe, mais non, ce qu'on aime beaucoup, c'est les forêts du centre de la France. Il y a des choses remarquables, même dans le nord. Après, il faut bien partir du principe qu'il n'existe quasiment plus de forêts primaires. En tout cas, en Europe, il n'y en a quasiment plus, à part en Pologne. En fait, toutes les forêts qu'on va récupérer sont déjà issues du travail de l'homme. Et donc, ça va dépendre de la qualité des exploitants forestiers. Il y a des gens, il y a des professionnels qui ont des approches ultra vertueuses depuis des années et des années. Jean-Marc en parlait, effectivement, la loi climat, des choses qui vont nous tomber dessus. On va arriver sur la vente de crédit carbone, que ce soit par le biais de technologies ou par le biais de détention d'actifs naturels. Je vous rappelle quand même que la forêt française absorbe à peu près 18% des gaz à effet de serre émis en France. Donc c'est quelque chose de non négligeable. Ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui, c'est de se dire que finalement, si on limite les prélèvements de bois, vous avez la possibilité demain de stocker toujours plus de carbone. Et le travail qu'on est en train de réaliser avec un certain nombre d'intervenants, c'est de déterminer différents prix pour la tonne de carbone en fonction de sa vertuosité. C'est un petit peu ça. Ah, très bien, très bien. Raphaël Delplanque, qu'est-ce qui a changé ou comment a évolué la gestion immobilière dans votre secteur ces dernières années? En tout cas, qu'est-ce qui peut se présenter comme opportunité aujourd'hui en fonction de ces évolutions? Alors la partie environnementale est clairement quelque chose qui s'inscrit à l'agenda, à la fois de notre côté, mais du côté de nos investisseurs, donc très clairement. Donc je pense que toute cette industrie devra s'y adapter. Elle est déjà en marche aujourd'hui. Le spectre d'activité qui est le nôtre aujourd'hui, principalement dans le fonds Venture Real Estate Fund, est une problématique patrimoniale. Donc, à la base, nos clients, donc moi j'étais patron des activités de gestion financière de la Banque Rothschild durant de nombreuses années, et la problématique était la suivante, comme l'a expliqué Jean-Marc, au niveau macroéconomique, au niveau microéconomique, même au niveau de la transformation énergétique, eh bien, des challenges sont devant nous et aussi de la volatilité. On est dans un monde donc, qui évolue fortement à ce niveau-là, et donc on a créé le fonds Venture Real Estate Fund sur cette base. C'est de se dire à la fin, un investisseur, une personne fortunée, peut diversifier ses investissements et doit diversifier ses investissements sur les marchés actions, obligataires et autres structures private equity et autres. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'on agit, c'est dans un cadre précis qui est de se dire à la fin comment dans mon patrimoine j'arrive à décorréler un actif des autres classes d'actifs pour in fine ne pas avoir un effet domino à certains moments de marché. Et donc c'est vraiment dans ce cadre-là que l'on a imaginé donc, notre fonds donc en 2015, donc la réflexion portée depuis 2012. Et donc le fonds que l'on gère aujourd'hui est un fonds qui va respecter ces principes. C'est-à-dire on ne prend pas de risque de promotion. On va essayer d'être le plus vertueux possible en matière énergétique. On va équiper toutes nos toitures de panneaux photovoltaïques, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et aussi de lucratif qui amène du rendement dans nos fonds. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une approche vraiment globale de se dire, à la fin, dans mon patrimoine, je dois créer un investissement en actifs tangibles, donc en actifs physiques, contrairement et décorrélés, contrairement aux actions, obligations et autres, et de se dire, je ne veux pas de risque de promotion, j'achète des bâtiments qui sont construits, je gère des locataires, principalement des locataires de grand nom, et je vais les accompagner dans le temps. Je vais les accompagner dans le temps à la fois les locataires et les bâtiments. Les bâtiments, c'est notre patrimoine. Il faut savoir que dans le fonds, l'argent on a au départ créé le fonds pour nos propres patrimoines, nous les fondateurs, et ensuite il a été ouvert à des tiers et à des sociétés de family office, sociétés de gestion, dont Montaigne fait partie. Donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement qualitatif qui est mis en place, mais qui est aussi très ciblé sur une façon de faire d'immobilier et une façon de générer le rendement. Donc voilà un petit peu notre univers aujourd'hui. Merci. Je viens à notre troisième intervenant, Jean-François Faure. Quand vous avez créé Au Coffre, l'idée, c'est quoi derrière? C'est faciliter, c'est garantir, quelle était l'approche? Alors, moi déjà, je ne viens pas du monde financier. À l'époque où j'ai eu l'idée de Au Coffre, j'avais avant tout une démarche d'entrepreneur. Venant du monde digital, ayant une culture autour du e-commerce, ma problématique, c'était d'arriver à trouver un service autour de l'actif qui est l'or, qui soit un service à la fois digital, mais aussi s'appuyant sur du physique. Et je suis en fait dans la même logique que vous, c'est-à-dire que la diversification, pour moi, me semblait assez primordiale pour ma propre activité de l'époque. Et je considérais justement que si on a un patrimoine qui est très peu diversifié, en fait, qui ressemble un peu à la forêt des Landes, typiquement, ce qui se passe, c'est que vous avez le moindre incendie qui se déclare
à l'autre bout de cette forêt, 2 jours après, il vous a rasé l'intégralité. Et en fait, un patrimoine doit justement être constitué de différentes essences, donc de différentes particularités de patrimoine qui vont en fait se consolider les unes les autres. Ou en fait, c'est comme ça que moi je l'apprenais. C'est-à-dire que mon objectif, et c'était une vision non pas personnelle, mais une vision en fait d'entreprise. J'avais une entreprise de traduction à l'époque. Je ne souhaitais pas nécessairement que grâce à cette épargne, elle soit plus riche, mais je ne voulais surtout pas qu'elle soit plus pauvre qu'avant. Et c'est une réflexion que j'avais en 2006, et considérant que c'était une activité plutôt ce qu'on appelle bas de bilan, la moindre crise économique qui allait arriver, j'allais perdre la moitié de mon chiffre d'affaires en quelques jours. C'est exactement ce qui s'est passé en 2008 d'ailleurs. À ce moment-là, j'ai perdu Peugeot, Renault, Citroën en moins de 24 heures, qui étaient mes clients de l'époque. Entre-temps, j'avais acheté de l'or. Sauf qu'à l'époque, pour le trouver, c'était relativement compliqué. Si vous abordiez votre banquier pour acheter de l'or, bon, il vous accueillait, mais parce que vous étiez un bon client, et il était obligé d'ouvrir le manuel du banquier à la page 6626 pour arriver à vous répondre et vous faire une offre, et sachant que ce n'était même pas une offre qui l'intéressait. Donc là, c'était un petit peu compliqué. Et puis en France, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait les boutiques. Enfin bon, c'était pas une approche, je dirais, rationnelle pour une entreprise d'acheter de l'or. Et les seuls acteurs qui étaient plutôt bons étaient plutôt des Anglais. Mais la seule chose qu'ils savaient proposer, c'était le lingot. Et le lingot, pour des raisons culturelles, en France, n'est pas un très très bon produit. Donc pour des raisons culturelles, mais aussi pour des raisons fiscales et des raisons de levier. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, pendant la crise de 2008, au moment où on avait un crack d'environ 30-40% sur les marchés, au même moment, l'or chutait de 20% pendant à peu près une quinzaine de jours, ce qui était une réaction normale. On l'a connu pas mal de fois après, qui fait que quand vous liquidez une ligne qui est très perdante, vous la liquidez en même temps qu'une ligne qui est moins perdante, voire très gagnante. Et c'était le cas de l'or à l'époque. Donc il y a eu un afflux de ventes d'or pour équilibrer des lignes qui étaient plutôt mal parties, et donc le cours du lingot, par définition, a baissé. Mais au même moment, en France, vous aviez le cours du Napoléon qui, lui, prenait 50%, et certaines pièces un peu plus exotiques, américaines, etc., qui arrivaient même à 100%. Donc, si vous étiez sur de la pièce, vous étiez gagnant sur l'or, alors que si vous étiez sur du lingot, vous étiez perdant. Le même phénomène s'est reproduit en mars-avril 2020, puisqu'à ce moment-là, pareil, on a connu une forte chute sur les marchés financiers. C'était l'époque où d'ailleurs le pétrole était, le baril était négatif. On attendait qu'il y ait des pétroliers qui livrent le pétrole au 100e étage d'un immeuble à New York, par exemple. Personne n'en voulait. Donc voilà, c'est cette démarche, moi, qui m'a amené sur l'or et à proposer donc au final un service à la fois digital, mais s'appuyant sur du physique, qui serait immédiatement monnayable avec même une fonderie, si on devait l'amener à une fonderie. Concrètement, donc en fait, on achète, on se positionne sur de l'achat de pièces, ouais, de toute. Exactement. En fait, on a deux activités. Ocoff.com qui ressemble à une forme de marketplace, c'est-à-dire que quand on est client, on peut aussi bien acheter des pièces qui sont visuellement présentées et individualisées, sont toutes numérotées, photographiées. Donc c'est un mix entre eBay, une société de trading, mais sans qu'on voit le carnet d'ordre, parce que ce serait trop complexe pour l'approche de nos clients, sur le coup. Ils préfèrent pouvoir se positionner visuellement sur un produit. Donc ça, c'est cette manière. Ensuite, ces mêmes clients peuvent se repositionner à l'inverse sur de la revente. Donc là, ils ont leur liste de produits, ils cochent le produit qui les intéresse à revendre, ils choisissent eux-mêmes le prix. Après, il faut qu'ils soient confrontés au marché. Donc voilà. Donc c'est une manière assez classique de faire. Et puis on a aussi en parallèle Veracash, qui est une autre activité chez nous. Et Veracash, c'est une manière un peu plus dynamique d'utiliser ces métaux précieux. En fait, pour prendre un exemple, c'est un peu comme un frontalier suisse qui doit arbitrer un peu tous les jours entre l'euro et le franc suisse, et qui va utiliser la monnaie la plus forte pour payer ce qu'il a à payer. Et à contrario, quand il a une monnaie qui est un peu plus faible, il aura plutôt tendance à la renforcer d'une manière ou d'une autre par des jeux de change. Et en fait, Veracash fonctionne de la même manière. Mais sauf que là, ça va être entre les métaux précieux et l'euro. Donc, quand vous êtes en positif sur votre valorisation de pièces, de lingots, eh bien, vous avez plutôt tendance à l'utiliser. C'est-à-dire que votre facture de 100 € que vous allez payer avec votre carte Veracash va peut-être vous coûter 98, 97 au final. Bon, ça, c'est toujours ça de prix. Et à contrario, quand le cours de l'or est plus parti dans une logique baissière, eh bien, c'est plutôt l'époque où vous en profitez. Donc, typiquement, nous, depuis avant-hier, on a plusieurs clients là, qui se positionnent de manière assez importante parce qu'il y a eu une belle consolidation sur l'or. Et je connais ces clients, à l'inverse, dans quelques semaines ou quelques mois, si le cours repart à la hausse, ils sont plutôt utilisateurs de leur compte. Voilà. Donc, c'est deux manières complètement différentes. Une très de thésaurisation, très
moyen-long terme, les gens qui attendent 22 ans pour ne pas avoir à payer de taxes et pouvoir revendre leur or ou le transmettre. Et puis, Veracash, je ne calcule pas la taxe parce que je suis exonéré en dessous de 5 000 euros. J'achète, je vends et au final, ce qui compte, c'est la somme globale de mes transactions qui, elle, sera positive. Très bien. Donc, entre l'or, l'immobilier, la forêt, on se pose forcément la question du rendement, puis forcément la question aussi de la pérennité, de la sécurité, de la garantie. Est-ce que sur cet aspect-là, je reviens à vous, Éric Vengel, qu'est-ce qu'on peut dire de cette garantie? Quelle attractivité vous avez sur le marché, sur ces investissements-là? Alors, déjà, la forêt, c'est un marché. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées, la demande de bois est en train d'exploser, que ce soit pour l'immobilier, parce qu'on est tous en train de basculer dans une économie décarbonée. Donc le bois, ça sert à construire. Ça sert également d'énergie. Le bois énergie, c'est quand même la première énergie renouvelable utilisée en France. Ça sert pour le textile. On va devoir s'affranchir du nylon, polyester, tout ce qui est issu de la pétrochimie. Ça se remplace par de la cellulose de bois. Donc voilà, il y a une véritable demande. Après, on est sur des actifs qui ne sont pas des actifs qui génèrent un rendement. C'est vraiment pas le but. On est vraiment sur des actifs de capitalisation. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que partout en Europe, sur des grandes forêts, donc ce qu'on appelle les grandes forêts, c'est au-delà de 100 hectares, il y a de plus en plus de candidats au rachat. Et encore, on est leader en France, mais il y a encore 5 ou 6 ans, on était 7 ou 8 pour des très très belles forêts. Aujourd'hui, il n'est pas rare que sur certains appels d'offres, on soit une vingtaine. On est souvent confronté à des investisseurs institutionnels, mais aussi face à des investisseurs privés. Il faut juste rappeler qu'il y a un avantage fiscal qui est juste considérable, c'est que quand on transmet des actifs forestiers, on a un abattement de 75% sur les droits d'abattement. Donc pour certains, il est plus intéressant, en tout cas pour un client privé, il est plus intéressant d'acheter une forêt au prix le plus élevé possible, de manière à pouvoir bénéficier du levier. Mais on voit de plus en plus d'intervenants, on travaille de plus en plus avec des investisseurs institutionnels, ce qui n'était pas forcément le but aujourd'hui, que ce soit des mutuelles, des banques ou autres, etc. Donc pour nous, la tendance, elle est pérenne. C'est un actif stratégique, qui est un actif qui est cantonné. Si on prend ne serait-ce que le marché français, vous avez 17 millions d'hectares, c'est quasiment un tiers du territoire. L'autre tiers, c'est l'agricole, et le troisième tiers, c'est l'urbanisation. Aujourd'hui, il y a une tension assez forte entre ces 3 tiers. Donc on est sur des actifs cantonnés. À nous de mieux exploiter les terres que l'on possède. Donc pour nous, c'est quelque chose, c'est vraiment une tendance forte et structurante pour longtemps. Sur le territoire français et européen, vous êtes cantonné, c'est-à-dire les deux vous êtes limité. Sur la France, on est assez limité parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a la Société forestière qui est une filiale de la Caisse des dépôts, donc qui est un peu qui vient exercer de temps en temps les fonctions régaliennes de l'État. La Chine, à titre d'exemple, a classé toutes ses forêts de feuillus en zone protégée, donc les Chinois ne peuvent plus couper le feuillu chez eux, donc ils viennent se servir en Europe. On est tous dans la même trajectoire sur une neutralité carbone 2050. Aujourd'hui, en France, ce qui se passe, quand vous êtes un propriétaire privé de forêt, le carbone qui est séquestré, il est agrégé dans la comptabilité nationale. Voilà. Ça ne va pas durer, mais aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se produire. À l'échelle européenne, plus vous allez vers le nord, plus effectivement c'est boisé, jusqu'à une certaine limite. Après, vous allez être face à des conditions climatiques qui ne vous permettent pas de faire pousser du bois, mais on sent qu'il y a beaucoup de pression sur des pays même comme la Roumanie, ou les pays baltes. Vous avez beaucoup d'intervenants, américains, australiens, suédois naturellement. Donc un cantonnement assez fort. Alors moi, on aime beaucoup les associations, les projets qui consistent à dire qu'il suffit de replanter 1 milliard ou je ne sais plus 1000 milliards d'arbres pour régler le problème du dioxyde de carbone. Non, ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'on n'a pas l'espace disponible. Et on pourrait l'avoir, c'est une décision? Non, pas du tout. Non, pas du tout. On parlait de la forêt des Landes, il n'y a que le pin maritime qui veut pousser là-bas. Donc on reste sur des actifs naturels, ce sont des végétaux. Il faut vraiment qu'il y ait une adéquation entre la qualité du sol, le climat, la pluviométrie, etc. Donc là-dessus, on n'invente pas grand-chose. On fait rarement mieux que la nature. Nous, on aime beaucoup tout ce qui est reboisement naturel. Et le gland millésimé 2022, il est totalement différent du gland millésimé de 2017, par exemple, sur le même chêne. Il embarque déjà des modifications génétiques qui tiennent compte de ces conditions climatiques qui sont assez différentes. Donc, nous, notre travail, c'est de privilégier justement ce travail merveilleux fait par la nature. Donc, on est pour répondre à votre question en faisant court, on est plutôt sur des actifs de capitalisation. En moyenne, le prix de l'hectare de forêt en France augmente de 5% par an sur les grosses forêts. D'accord. Ça augmente en ce moment de façon assez considérable.
Je reviens à vous, Raphaël Delplanque, sur la question du climat, la question de la gestion justement de cette ambition énergétique. Comment elle est appréhendée chez vous sur l'ensemble des biens et des actifs que vous proposez? À ce jour, la question climatique est un point central. Maintenant, en termes d'immobilier, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, que ce soit en termes de réhabilitation, de rénovation d'immeubles existants, qu'ils soient résidentiels au sens large. Nous ne faisons pas de résidentiel, mais uniquement du professionnel. Mais c'est vrai que je pense que c'est un travail, comme l'a dit le précédent interlocuteur, qui va être un chantier important sur les 20 à 30 prochaines années et qui va générer aussi beaucoup d'innovation et beaucoup de création de valeur. Donc ça, c'est vrai que c'est un chantier important. À notre niveau, donc on est parti, comme je vous le disais, on a créé un fonds de diversification patrimoniale. Donc aujourd'hui, on investit dans des immeubles existants. Donc des immeubles existants qui peuvent parfois ne pas être efficients ou totalement efficients au niveau énergétique. Et donc c'est aussi de notre travail d'améliorer dans le temps cette efficience, tout en étant couplé également à une revalorisation des immeubles que nous possédons, mais également couplé à un rendement pour notre investisseur final. Mais quelque part, tout se combine. À la fois, quand vous revalorisez un bâtiment, vous créez de la valeur, vous l'optimisez environnementalement parlant, vous optimisez sa valeur et quelque part, vous créez un rendement pour demain en diminution des charges, etc. Donc à la fin, c'est un cercle vertueux, mais c'est un cercle qui prend du temps. Je pense que toute cette transition ne va pas se faire en un an, mais va être un process de long terme. Et donc, nous, on est clairement engagés dans cette voie, de par nos investisseurs et de par notre volonté en tant que gérant du fonds. Très bien. Jean-François Faure, je reviens à vous. La gestion de l'or ou des métaux précieux, est-ce qu'elle a une génération de produits ou on a un stock limité voilà, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Voilà, moi je vous dis aussi, je me pose ces questions comme peut-être tout un chacun ici, où je vais, sur quoi j'investis. Quel est j'allais dire le produit le plus attractif aujourd'hui? J'ai compris que ça changeait évidemment selon les fluctuations de certaines valeurs. Quelle est la valeur la plus sûre ou la plus forte ou la plus intéressante? Oui, donc déjà, l'or, il faut l'appréhender comme une épargne de précaution et donc pas lui faire dire ce que ce métal ne serait pas capable de raconter. Donc c'est vraiment une histoire de protection du reste du patrimoine. L'or est là pour protéger les actions, il est là pour protéger peut-être ses actifs immobiliers, pour éviter peut-être des fois de revendre quelque chose qu'on ne devrait pas revendre. L'or sera là pour être revendu un peu en avant-dernier recours. Voilà. Voulant dire ça veut dire qu'il doit pouvoir être liquide. Donc on va éviter tous les produits qui peuvent être compliqués et qui ne correspondraient pas à la valeur que l'on veut liquider. Donc typiquement, j'en reviens à mon fameux lingot. On va peut-être éviter parce que cette notion de liquidité peut être un petit peu compliquée. Et nous, ce que l'on conseille à nos clients, c'est plutôt des pièces emblématiques. Et l'avantage de ces pièces, c'est que la plupart du temps, elles ont déjà été frappées, fabriquées. Donc la notion même de respect environnemental, moi je considère aujourd'hui en tout cas que ce que nous, on vend est ultra vertueux, dans le sens où on se refuse à proposer des produits qui ont dû être fabriqués pour nous, dans le sens extraits en Colombie, ont voyagé en Espagne et sont revalorisés en Espagne. Donc nous, c'est uniquement soit la pièce déjà existante ou bien des produits qui sont recyclés, mais l'avantage de l'or, c'est que vous pouvez lui recréer 2000, 3000 vies. Et tout à l'heure, on parlait du Bitcoin, mais en fait, l'or est certainement la plus vieille monnaie humaine qui est encore utilisable aujourd'hui. C'est le troisième actif le plus liquide au monde, après les bons du trésor, après euro-dollar. Alors aujourd'hui, c'est peut-être pas nécessairement utilisé par des pays ultra sympathiques, mais en tout état de cause, c'est quand même une monnaie du quotidien de certaines personnes, une monnaie de précaution. Et donc, en France, sous quelle matérialité cette monnaie de précaution, quelle matérialité elle peut avoir? On déconseille les bijoux, comme on peut le voir dans certains pays, puisque là, c'est plutôt des produits plus culturels ou artistiques. Chez nous, en France, il y a de la TVA, donc c'est pas envisageable.
Pour quelqu'un qui ne veut pas faire du trading sur une même journée, on déconseille leur papier parce qu'on ne parle pas de la même chose sur le coup. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est très impacté par des fluctuations boursières, y compris baissières, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et donc voilà, on reste sur la pièce. Donc pour boucler sur la pièce un peu emblématique, nous on aime bien proposer le fameux Napoléon que tout le monde connaît ou à minima a vu. Même si sa fiscalité n'est pas géniale, mais au moins ça permet déjà de se raccrocher culturellement avec du déjà vu. Et après, il y a des pièces modernes, donc qui peuvent être même très récentes, voire même neuves, issues d'un recyclage ou de manière propre de les faire. Certaines pièces modernes, donc je prends déjà celles que nous on frappe au sein de notre groupe, hein, par exemple les verres à valeur, ce sont des jetons ou bien des pièces à cours légal que l'on frappe en partenariat avec des pays. Donc là, il y a quelques avantages fiscaux, c'est-à-dire quand vous les revendez en dessous de 5 000 €, vous n'avez pas besoin de déclarer légalement de taxes. Donc on n'a pas nécessairement tous besoin tous les mois de revendre pour plus de 5 000 € d'or. Donc voilà. Et l'or, par définition, qui lui aussi ne produit pas de rendement, en fait, on n'y gagne dessus que lorsqu'on le vend. Et on le vend par définition qu'une fois. Donc généralement, c'est un fusil à un coup et on a intérêt de bien mesurer sa cible parce qu'il n'y aura pas nécessairement deux occasions. Et le plus drôle, c'est que finalement, nos clients qui achètent ces fameuses pièces, ils se débrouillent des fois pour ne pas avoir à les vendre. Et le bel accomplissement de l'or, c'est finalement de ne pas le vendre, mais de le transmettre. Et donc pour le transmettre, là encore, on en revient. Quel type de produit idéal on peut transmettre? Un lingot, ça va être compliqué si vous avez des enfants. On ne va pas le couper avec un couteau à beurre, quoi. Donc les pièces sont... Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Oui, ils ont des problèmes, et puis certains, des fois, ont eu dans ce cas-là des surprises. Ils se sont rendus compte que dans le lingot, il y avait des choses qui n'étaient pas de l'or, quoi. Donc là aussi, ça c'est un vrai sujet. C'est comment on s'assure de la qualité de ce que l'on achète. Et sur une pièce, c'est beaucoup plus facile parce que c'est tellement compliqué à faire. Et nous, puisqu'on en frappe, il y a quand même une qualité attendue au niveau de la frappe qui fait que si vous faites quelque chose qui est très moyen, ça se voit immédiatement par des professionnels comme nous. Un lingot, ça pèse 1 kg, mais si vous ne mesurez pas bien la masse volumique, vous pouvez passer à côté de votre sujet. Donc voilà. Peut-être un dernier mot à chacun. Quel est le profil psychologique ou la psychologie des gens qui sont sur chacun de vos secteurs? Est-ce qu'on peut on peut déceler un comportement ou un état d'esprit particulier qui correspondrait à chacun de vos sujets? Le profil psychologique de mes clients est pas très, très compliqué parce que ce sont des gens qui ont vécu 2008. C'est-à-dire que globalement, ils étaient français, ils n'avaient rien demandé à personne. Et leur patrimoine a été impacté par quelque chose qui s'est passé par une banque AAA qui était basée aux États-Unis et qui a été liquidée en quelques heures. Voilà, donc oui, c'est avant tout une clientèle un petit peu dans une posture de distance par rapport au monde dans lequel on est, qui n'aime pas trop prendre pour argent comptant tout ce qu'on lui présente. Donc ce sont des gens, ils vont investir dans telle assurance vie, mais ils savent qu'il y a un danger parce que ça va être de l'euro, et donc ils vont se positionner entre 5, 15 ou des fois même 20% sur de l'or parce qu'ils savent que ça peut équilibrer. Parce que pour mémoire, je parlais de l'or comme une des plus anciennes monnaies au monde. L'inflation fait que, par exemple, une once d'or en 71, c'était à peu près $30. Aujourd'hui, on est à peu près à 1900. Et si, justement, c'est pour exclure le fait que le dollar puisse être stable, non, ce n'est pas le cas. On achetait à peu près la même chose avec de l'or en valeur absolue dans les années 70 qu'aujourd'hui. Sauf qu'il ne fallait pas comptabiliser ces choses en les ramenant à du dollar. Mais voyez, donc un vélo, même il y a une centaine d'années, c'était l'équivalent d'un 20 francs Napoléon, c'est à peu près 300 € aujourd'hui. Et même une vache, il y a 5000 ans, c'était une once d'or. Aujourd'hui, c'est 1500 € sur le marché aux bestiaux, quoi. Très bien. Au moins, les choses sont concrètes. Voilà. Raphaël Delplan, quel est le profil ou en tout cas l'état d'esprit de vos investisseurs? Alors, nos investisseurs sont principalement des gens qui veulent diversifier leur patrimoine, comme je disais, en décorrélant une classe d'actifs, notamment l'immobilier tangible, et donc qui cherchent en objectif de rendement aujourd'hui d'environ 6%. Alors, soit par capitalisation ou alors par distribution, qui est un peu moindre. Donc voilà, c'est principalement ce type d'acteurs qui recherchent en fait un partenaire pour réaliser ces investissements, donc au travers d'un fonds d'investissement, donc Venture Real Estate Fund.
qui investit dans des actifs construits. Donc, on ne prend pas de risque de promotion. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet un peu sensible tenant compte du contexte des taux d'intérêt. Donc je dirais c'est la solidité de la partie promotion. Donc ça, nous ne le faisons pas. Nous achetons des actifs déjà construits. Et nous avons la particularité d'intervenir principalement sur des immeubles qui ont des tailles comprises entre 2 et 15 millions d'euros. Tout simplement parce qu'en deçà des 2 millions d'euros, on a des acteurs privés qui viennent nous faire concurrence et donc quelque part qui font baisser les rendements. Et au-delà des 15 millions d'euros, aujourd'hui c'est même plus 15, c'est environ 30 millions d'euros, on a les grosses SCPI ou des acteurs institutionnels de poids qui ne viennent pas en dessous de 30 à 15 millions d'euros parce que simplement c'est trop petit pour eux et trop compliqué à gérer. Donc on a un travail de fourmi à ce niveau-là. Donc aujourd'hui notre fonds représente environ une centaine d'actifs. On est investi en Europe, alors principalement en France. On a 55% des investissements en France, mais également en Belgique à concurrence de 35%, et puis le reste entre l'Espagne et le Portugal. Donc c'est vraiment une diversification patrimoniale sur des actifs qui sont non résidentiels. On fait de la logistique, du bureau, des crèches, etc., l'activité, mais on n'est pas sur du résidentiel. Et donc tout ceci au sein d'un fonds d'investissement donc, qui est intégrable au sein d'un patrimoine financier aux côtés des actions, des obligations et autres. Voilà. Très bien, merci. Dernière question à vous également, Éric Vogel. Typologie des clients, compte tenu de l'avantage que je mentionnais, l'abattement de 75%, c'est vrai que mécaniquement, ça attire des clients assez âgés, ou en tout cas des clients qui ont déjà enclenché une réflexion sur la transmission de leur patrimoine. On a de plus en plus de clients très très jeunes qui veulent simplement comprendre ce qu'ils font quand ils épargnent, trouver du sens, investir dans la forêt, a priori, c'est plutôt très 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 vertueux. Et puis on a aussi une petite souche de survivalistes qui partent du principe que la fin du monde est proche et que finalement, demain, vraiment oui, vraiment. Demain, ce qui vaudra le plus cher, ce sera le foncier. Alors peut-être avec un peu d'or dans les poches, mais oui, il y en a quelques-uns, ouais, de plus en plus. On le voit, il y a une forte tension de toute façon sur tous les prix, sur tous les fonciers à travers le monde. Mais ça ne veut pas dire que la fin du monde est proche. Mais voilà, globalement, pour faire très court. Bon, très bien. Merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Une session sur l'immobilier. Comment faire dans l'immobilier, mais autrement. On est avec donc 3 intervenants. Je vais commencer par vous présenter, ou je vous laisse peut-être vous présenter. Vous prenez bien le micro, voilà, devant vous. Bonjour, Pascal Fernandez. Je représente la structure Turgot Asset Management, qui elle-même appartient au groupe Magellim, qui est présent sur un ensemble de sujets immobiliers. Très bien. Je passe tout de suite la parole, non pas à Gérald Proto, avantageusement remplacé. Exactement, par Lucie Taufour. Donc, je représente la société Pierre Premier Gestion, société de gestion immobilière. On structure des fonds immobiliers sur des stratégies de foncières et également sur des opérations de marchand de biens ou de portage foncier. Et pour terminer. Donc, bonjour à tous, Andras Boro, je suis le président d'Epsilon Capital. Nous sommes une société de gestion de portefeuille également spécialisée dans l'immobilier et nous sommes basés à Bordeaux et nous avons lancé il y a 1 an et demi une SCPI. On pourra en reparler, je présume, tout à l'heure. Oui, justement. Je vais commencer par vous, Lucie. La spécificité de votre gestion immobilière, en quoi consiste-t-elle? Sur quoi êtes-vous positionné? Alors, Pierre Premier Gestion, c'est une société qui s'est structurée il y a 7-8 ans maintenant, avec des associés qui se voulaient opportunistes. À la base, les fonds ont été aussi structurés pour eux, pour leur patrimoine propre. Donc, on a finalement structuré des fonds au gré des opportunités que nous avons eues sur l'immobilier. On va dire que le fonds le plus connu, le plus historique chez nous, de l'immobilier de restauration rapide. Donc, on a un fonds, par exemple, qui est dédié à des murs de Burger King, en ayant l'opportunité à l'époque d'accompagner le groupe Bertrand, le groupe de restauration français, sur son développement et la réimplantation de l'enseigne. Année après année, on a saisi d'autres opportunités, bien évidemment. Je pense par exemple, en 2020, pendant l'année Covid, on a pu se positionner sur des actifs hôteliers, de l'exploitation et murs hôteliers, ce qui était parfois un peu complexe à expliquer l'intérêt d'aller sur ce marché-là à l'époque, mais ce qui faisait sens aujourd'hui, on peut le constater dans l'évolution qu'on a pu faire avec ces hôtels et aujourd'hui les rentabilités qu'on peut en percevoir. Et moi, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps, mais... si. Tant que je vous arrête pas, vous pouvez y aller. Très bien. Et donc, on essaie vraiment d'avoir cette logique-là au quotidien sur nos fonds. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément
de logique véhicule en tant que tel ou stratégie pure. On essaye surtout de naviguer au gré de ce qu'on peut déceler comme opportunité. Par exemple, en fin d'année, on va réouvrir un de nos fonds qui est plutôt aujourd'hui orienté sur des murs, sur des bureaux, des locaux d'activité. Et on va le réorienter petit à petit, parce qu'on a un deal flow assez conséquent sur les 3 prochaines années, sur des pieds d'immeubles pour y implanter des centres de formation. On a un deal flow, un flux d'affaires en français, sur ces actifs-là, ce qui nous paraît assez intéressant en termes de performance demain. On travaille aussi actuellement sur un deal flow constitué d'opérations de portage foncier avec un opérateur d'ailleurs bordelais sur lequel on collecte actuellement pour l'accompagner en fait sur soit du changement de destination de bâtiments déjà existants, donc par exemple des actifs qui sont actuellement positionnés en bureau qu'on peut repositionner en logement ou en commerce, et on structure du coup les fonds en conséquence, qui après correspond à des stratégies clients diverses selon les cas. Merci. Pour vous, András Boros, le principe est lequel? Ce que vous avez créé, quand est-ce que d'ailleurs vous avez créé votre société, et quel est l'objet précis, en tout cas la cible que vous visez? Donc nous, la société de gestion, elle existe depuis 2 ans. On a lancé donc le seul fonds qu'on a pour l'instant sous gestion, qui est une SCPI, qui s'appelle Epsilon 360. C'est un fonds qu'on a lancé en décembre 2021, donc il y a 18 mois. On va finir l'année avec à peu près une centaine de millions d'actifs sous gestion. Et clairement, quand on a lancé le fonds, on s'est beaucoup gratté la tête parce que les SCPI, c'est un marché qui est extrêmement mature. On a aujourd'hui 200 fonds sur le marché, dont une centaine à peu près qui sont actives. Et on peut dire que globalement, quasiment toutes les thématiques sont, on va dire, trustées, soit par des nouvelles sociétés, soit par des sociétés historiques, avec évidemment toujours on va dire, une obligation d'avoir un angle marketing important qui permet d'aller rapidement dans le marché et, on va dire, pas prendre des heures à expliquer la stratégie. Donc, c'est vrai que les gérants ont surfé sur des thématiques à la mode, comme la santé, comme la logistique ces dernières années. Et évidemment, il n'y avait pas de valeur ajoutée, on va dire, particulière pour nous d'aller proposer un énième fonds. On est aussi sur un marché où, clairement, est assez omnibulé par la taille. Je pense qu'il faut le dire. Hein. Donc, souvent, quand vous posez des questions aux gérants avant de parler de leur performance ou de la stratégie, ils disent voilà, finalement, je collecte tant, etc. Donc, on a pris un peu le contre-pied de tout ça, finalement, de dire nous, on va se concentrer sur une niche qui sont les petits actifs. Donc, on va essayer globalement d'aller sur un segment où les institutionnels ne vont pas trop, parce que finalement, il y a autant de boulot à faire un deal à 2 millions qu'un deal à 20 millions. On va essayer de se concentrer sur ce segment qu'on a appelé du coup les small caps, parce que les anglo-saxons ont le don de dire en un mot ce que nous on dit en 3 phrases. Donc on allait emprunter ce terme au marché action, et donc on se concentre sur des deals. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'actifs dans le fond. La taille moyenne de nos actifs, c'est 2,8 millions. Donc on fait vraiment un peu de l'épicerie. Alors ça traduit un écart important. On a des deals à 1 million, on a des deals à 6 millions. On est diversifié comme notre confrère, donc on fait aussi bien du commerce de périphérie, on peut faire du commerce de centre-ville, on peut faire des bureaux, on peut faire des locaux d'activité. Mais justement, on essaye d'éviter, on va dire, les sirènes des effets de mode et vraiment se forger une conviction actif par actif et aller là où il y a les meilleurs couples risque-rendement. Très bien. Je viens à vous, Pascal. De votre côté, quel est l'angle et la spécificité de Magellim? Alors, le groupe Magellim déploie un périmètre dans l'immobilier qui permet plusieurs points d'entrée à différentes typologies de clients qui vont souhaiter atteindre des objectifs différents. On peut avoir des fonds grand public et on peut avoir des fonds un petit peu plus professionnels. On se définit comme un acteur au service des territoires qui va accompagner l'entreprise de demain. Ça, c'est quelque chose d'assez général. Et donc, on va déployer une offre sur des approches type club deal, de distribution, de capitalisation, donc sur des actifs comme mes confrères qui peuvent être du tertiaire, par exemple.
On a pas mal de solutions de niche aussi qui vont être accessibles de différentes manières. Je précise ça parce que accéder à l'investissement immobilier, ça peut se faire de différentes manières. On a des fonds qui sont accessibles via des unités de compte dans des contrats d'assurance vie, de capitalisation ou des plans d'épargne retraite, dont je vais parler un petit peu plus après, puisque je savais que c'était le souhait de Louis qui nous accueille, et je vous parlerai de notamment l'unité de compte SCI Via Génération. On peut avoir des investissements qui peuvent se faire donc par des personnes morales ou par des personnes physiques sur des SCPI. On est sur le domaine de la santé avec une SCPI qui s'appelle la foncière des praticiens, qui est en train de se développer considérablement, qui a atteint aujourd'hui un périmètre de 140 millions d'euros, qui a été créé au départ par des praticiens, groupe Vivalto notamment, qui avait demandé à Foncière Magellan de créer un vecteur d'investissement pour y apporter leurs actifs. Donc on va avoir une stratégie vraiment orientée sur les praticiens, sur le soin, toujours pareil au niveau régional, territorial. Et on va avoir donc des fonds qui vont être créés sur forme d'opportunités, et notamment des fonds de portage foncier aujourd'hui sur des approches de marchands de biens et de capitalisation. On a certains fonds qui sont leaders sur le marché, et notamment l'unité de compte Via Génération. Il faut savoir que dans les thèmes, on a parlé pas mal de macro ce matin, dans les thèmes qui ont été abordés, dans les thèmes de société assez forts, le maintien à domicile notamment. J'ai eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous aujourd'hui. Le maintien à domicile, c'est pas forcément la dimension sociale, c'est plutôt la dimension sociétale, on va dire. Donc on a des personnes qui cherchent à monétiser leurs actifs immobiliers tout en conservant un droit pour vivre chez eux ou pour louer, d'ailleurs, puisqu'on le fait aussi sur de l'immobilier de rapport. Et ce fonds SCI Via Génération, aujourd'hui, il est leader sur le marché. Et il va donc racheter de la nue propriété à des personnes qui vont conserver un droit, donc encore une fois usufruit au droit d'usage et d'habitation. Et on voit que ce marché est en plein essor. C'est une manière aussi de concevoir une rupture avec certains comportements dans la société, et notamment donner une dimension à la valeur d'usage qui est de plus en plus prépondérante dans les comportements de consommation. Voilà. On est aussi capable dans le groupe d'accompagner des comportements d'investisseurs, par exemple dans du crowdfunding, dans du private equity. Voilà. Mais le groupe est vaste, j'ai pas trop le temps de parler de tous ces aspects-là. Voilà. Mais merci. Donc l'attirance pour évidemment un rendement, pour un bon placement, se fait aussi en fonction de la destination. Je ne sais pas si vous voulez y répondre aussi. L'attractivité que vous pouvez avoir, elle dépend aussi de ce que vous représentez en termes de produits et pas seulement de rentabilité. Quelle est l'attractivité que vous avez pour tel ou tel investisseur? Est-ce que vous voulez peut-être en dire un mot, Lucie? Nous, l'attractivité qu'on peut avoir sur des actifs, c'est sûr que une société de gestion, à un moment donné, quand vous la choisissez, c'est pas forcément toujours facile à appréhender comme ça de l'extérieur, mais c'est aussi une équipe de gérants. Donc nous, par exemple, chez Pierre Premier Gestion, on est une quinzaine, il y a 4 gérants. C'est vrai qu'on s'appuie sur des expertises, chacun a les siennes. Donc on a aujourd'hui un gérant qui est dédié, par exemple, à la partie commerce, un autre donc qui va s'occuper plutôt de la partie hôtelière, portage foncier, marchand de biens, et puis un autre qui va être plus spécifique sur la partie bureau, locaux d'activité. Donc, c'est aussi de par leur expertise, leur réseau, leur capacité à aller trouver des deals qu'on va pouvoir derrière structurer des fonds. C'est aussi tout le réseau que peuvent posséder les associés de Pierre Premier Gestion. C'est comme ça d'ailleurs que le fonds Burger King à l'époque avait été construit. Ça a été une opportunité, une rencontre à l'époque avec le groupe Bertrand. On reparle des années 2014-2015 où l'enseigne se réimplantait en France. Et il y avait un vrai besoin, une vraie conviction qu'il fallait avoir à l'époque sur cette enseigne, sur sa capacité à aller challenger McDonald's. À peine 10 ans plus tard, il y a quasiment 500 Burger King en France. Nous, on en possède un quart à peu près. Donc, c'est sur tout cela, en fait, que se basent nos logiques d'investissement. Andras Barros, une petite précision. Vous avez dit tout à l'heure, a priori, tout a déjà été imaginé. Ou en tout cas, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Alors, c'est un marché mature et il y a beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses qui existent. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la place pour d'autres produits
Je pense que oui, mais je voulais juste répondre à votre question Allez-y, bien sûr, parce que je la trouve super intéressante, si vous me permettez. Mais avec plaisir. Parce que justement, en termes de produits, souvent la SCPI, on va dire jusqu'à il y a peut-être 3-4 ans, avait une image un peu poussiéreuse, on va dire. Et je pense que, chers confrères, vous confirmerez, c'était un produit qui s'est énormément modernisé, sous l'impulsion notamment de cette gestion un peu plus récente, on va dire, qui s'est d'une part énormément digitalisé. Le profil d'investisseur s'est rajeuni. Donc, vous savez, c'est comme une boutique Hermès. Vous avez peur de rentrer dans la boutique. Les SCPI, c'était toutes choses égales par ailleurs, un peu pareil, mais on a de plus en plus de clients jeunes qui s'intéressent à ce qu'on fait. Les tickets d'entrée sont rabaissés. Chez nous, par exemple, le ticket d'entrée, c'est 1 000 euros. Donc, c'est vraiment accessible à plein de types de clientèle. Vous avez aujourd'hui la possibilité de réinvestir les dividendes, de faire des versements programmés. Vous pouvez investir également en nue propriété. C'est assez intéressant aussi pour des personnes morales. Donc voilà, c'est un produit qui, au-delà de sa composante immobilière, s'adapte à tout un type de stratégie patrimoniale. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est un produit qui s'est vraiment modernisé. Les sociétés de gestion ont fait beaucoup d'efforts aussi de transparence sur leurs frais, sur leurs acquisitions. Aujourd'hui, vous pouvez quand même savoir exactement ce qu'il y a dans votre portefeuille. C'est votre immobilier. Les sociétés de gestion reportent tous les trimestres, mais souvent elles font des newsletters sur LinkedIn, etc. Enfin, vous savez ce qui se passe avec votre argent, et je pense que c'est de nature à rassurer et à ouvrir un peu cette typologie d'investissement. Alors, cette transparence, c'est de nature à rassurer, mais est-ce que pour autant vos clients vous demandent, ont cette exigence constante de transparence, de savoir exactement tout? Peut-être Pascal, si... Oui, alors je vais un tout petit peu prolonger le sujet précédent et la question précédente aussi. On va rester sur cette question. En fait. Non, mais elle est excellente et je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de réflexions autour de cette question et de sujets qu'il faut avoir en tête. D'abord, quand on parle immobilier, ça veut tout dire et rien dire. Parce que l'immobilier, c'est des compartiments, c'est des segments, c'est des objectifs, c'est des attentes. Donc forcément, il y a un certain nombre d'outils disponibles sur le marché. Et je dirais que déjà, l'investisseur doit avoir un cahier des charges pour investir. Et à partir de là, la société de gestion va lui proposer des choses. Donc ça va passer par des enveloppes juridiques, ça va passer par des mécanismes de performance, soit du rendement, soit de la capitalisation. Et c'est un peu compliqué de mettre toutes les dimensions dans le même sujet. Par contre, il y a quelque chose qui vient d'être dit aussi et qui est, à mon sens, extrêmement important, c'est que le consommateur financier est en train de dévoiler un nouveau visage. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que l'investisseur, et je crois qu'on en a la démonstration aujourd'hui et même hier soir, l'investisseur aujourd'hui est un acteur économique à plein. C'est-à-dire qu'il va investir dans des startups. Alors, quelle que soit la manière qu'il ait d'investir dans des startups, qu'il le fasse via son PME, son PEA-PME, via un compte-titre, là, on ne va pas rentrer dans les vecteurs, mais en tout cas, il y investit. Les plus jeunes vont y mettre des tickets à partir de 1000 et quelques euros, effectivement, mais vont rentrer dans cette dynamique d'investissement. Le crowdfunding, c'est pareil. Quand on réfléchit bien au comportement et à l'impact que ça a, on est en train de rentrer dans de l'obligataire à côté de la banque, hein, très souvent, et on voit des jeunes qui rentrent sur ce marché, pas que des jeunes, hein, mais on voit des jeunes qui rentrent sur ce marché en disant moi je veux aussi de manière désintermédiée gérer sur tel projet, je vais mettre de l'argent parce que j'y crois, parce que voilà. Et tout ça, c'est quelque chose qui nous amène, on a parlé de crypto-monnaie une bonne partie de la journée, avec des ruptures. Il y a des comportements de rupture aussi chez les consommateurs qui sont pas anecdotiques, et je trouve qu'on est en train de rentrer vraiment dans une nouvelle phase de comportement d'investissement. Vous pensez qu'il y a vraiment une nouvelle génération dans vos clients, d'investisseurs ? Oui, alors encore une fois, on peut avoir différents sujets. Si je prends les investissements dans la SCI Génération, par exemple, ils seront différents de ce qu'on va retrouver dans le crowdfunding ou dans les club deals. Mais dans la SCI Génération, pour situer le débat, on a une clientèle très patrimoniale, parce que quand on parle viager aux gens, ce que j'évite de faire, il y a des sujets qui sont mélangés. Le viager, c'est à la fois un acte juridique et c'est du financier. D'accord ? Donc du juridique, le démembrement, on en fait
quand on veut, en famille même des fois. Donc aujourd'hui, les personnes, quand on leur parle de viager, ils se disent oh là là, c'est quoi ce truc, c'est pas très cool finalement. On joue sur le décès des gens et tout. Pas du tout. Nous, on est sur une clientèle patrimoniale. On est sur des personnes aujourd'hui en moyenne qui cèdent des actifs qui ont des valeurs vénales à plus de 2 millions d'euros, des valeurs d'acquisition qui sont de l'ordre de 1,3 million. Vous voyez qu'on est vraiment sur des clientèles différentes qui vont avoir une approche de monétisation de leurs actifs immobiliers. Et en fait, on est sur des dimensions patrimoniales. En face de ça, j'ai un investisseur qui comprend bien le sujet. Il sait qu'il accède à une qualité d'actifs immobiliers sans comparaison. Honnêtement, on a aujourd'hui 450 biens. Je tiens à disposition la liste des actifs. On a du Paris intramuros avec des hôtels particuliers, des adresses spectaculaires, des appartements avec terrasse, des villas à Saint-Tropez, sur le golfe de Mougins, on a des choses au Cap Ferré, on a des choses. Enfin, on est en train de parler d'actifs immobiliers qui ont du sens. Donc forcément, quelqu'un qui investit dans l'immobilier, vous connaissez tous la règle ici, règle numéro 1, emplacement, 2 emplacements, 3 emplacements. Donc on veut de la qualité d'actifs et on veut un rendement. Dans le fonds via génération, il y a un rendement mécanique par la reconstitution de valeurs en pleine propriété, que les gens comprennent bien. Ils ont un rendement. Qu'est-ce qu'il est? Un objectif de 5%. Ils ont des actifs de qualité. Et donc, ça vient un petit peu faire l'équation qui est recherchée par ces investisseurs. Très bien, c'est clair. Andreas, peut-être un exemple d'un investissement récent? Vous pouvez nous en dire? Par exemple, on vient d'acheter un pied d'immeuble à Nice, qui est un ancien garage automobile. C'est un deal qui fait à peu près 5 millions d'euros. Et qui a été restructuré pour trois cellules commerciales louées à Rexel, donc qui est un distributeur dans l'électricité, enfin dans la pièce détachée pour l'électricité, pour les artisans, un Picard surgelé, et un vendeur réparateur de vélos qui est une référence à Nice. Voilà, un exemple d'investissement qu'on a acheté à un taux de rendement acte en main. Donc acte en main dans notre jargon, c'est le loyer net sur l'ensemble du prix de revient qui est aux alentours de 6,25. Voilà. Plutôt content à Nice, qui a quand même un marché sous tension. Donc, dernier exemple en date. Très bien. Très bien. Et vous, Lucie, même question, même motif et même punition? Derniers investissements. Derniers investissements, ça va être notamment, alors peut-être plutôt sur les opérations de portage foncier. On a fait l'acquisition d'un actif immobilier à Reims, un hôtel particulier en plein cœur de ville, dans l'objectif demain de changer sa destination, parce que c'est actuellement du bureau, ça va être transformé en logement. Donc il est commercialisé en logement actuellement par un opérateur immobilier. Donc nous, on fait le portage, c'est-à-dire qu'on est propriétaire de l'actif immobilier le temps que l'actif se commercialise sur les différents lots de logement, en logement. Et après, plutôt sur les stratégies de foncière en commerce, on a fait l'acquisition dans les dernières, je pense, c'est du côté de Bourges, en retail park. Donc ça, c'est plutôt sur un de nos fonds qui s'appelle PPG Retail. On a vocation à acquérir en effet des locaux commerciaux en périphérie de ville. Donc, du côté de Bourges, on a acheté un actif immobilier qui est décomposé en 2 cellules de restauration avec le groupe Bertrand. Bon, on a des affinités, on ne bosse pas qu'avec eux quand même. Sous l'enseigne Au Bureau et Volfoni, qui est leur enseigne brasserie italienne. Très bien, merci. Peut-être une dernière question, Pascal. En 2 mots, les moteurs de performance de Via Génération. C'était le sujet de tout à l'heure, on en a dit un petit mot. Mais... Alors... c'est quand même une question technique. Je vais essayer de rester... on essaye de faire clair, pédagogique, tout en rentrant un tout petit peu dans la technique. Alors, on porte, je vais l'aborder d'une autre manière. Le fonds porte différents types de risques. D'abord, il porte un risque immobilier, on l'a vu. Donc, les actifs que nous achetons sont systématiquement expertisés par des experts indépendants. Donc on a une valeur de marché qui peut être légèrement conservatrice, une valeur d'expertise qui peut être légèrement conservatrice par rapport à la valeur de marché. Et nous allons, porter un risque aussi de surlongévité. Donc on va utiliser un mode de calcul qui va nous procurer un gain technique, on va dire, à l'acquisition.
Donc, retenons qu'à chaque fois qu'on fait une acquisition, on va réaliser un gain technique qui va être lissé dans le temps. On a un deuxième moteur de performance, j'y ai fait référence juste avant, c'est le mécanisme que tout le monde comprendra aisément. Hein. Quand on démembre, forcément, l'usufruit perd de sa valeur dans le temps et la nue propriété en prend. Donc, on a un mécanisme de revalorisation de valeur en pleine propriété, de reconstitution. On a chaque année le parc immobilier qui est expertisé. Et par exemple, pour 2023, nous avons réexpertisé notre parc au 31/12/2021 que nous avions au niveau actif. On a observé un gain de plus 2%. Donc, il semblerait que les actifs résilients, qui sont plutôt des actifs de luxe, on va dire, c'est comme ça que les déterminent les investisseurs, se revalorisent et qu'on est sur une forme de résilience. Enfin, on a aussi des gains de libération. On a bien compris que quand quelqu'un libérait le bien, soit malheureusement par décès, soit parce qu'il décidait de partir ailleurs, eh bien, le mécanisme de reconstitution s'accélère puisqu'on revient immédiatement à la dernière valeur expertisée. Et enfin, on a un dernier moteur de performance qui peut être tout simplement la cession du bien. Quand on en a récupéré la pleine propriété ou la pleine jouissance, on va vendre ce bien-là et on n'est pas, là encore, à l'abri d'une bonne surprise. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Louis? Je sais que tu as un train à prendre, Guillaume, donc je ne veux pas te mettre en stress. Je vais faire la conclusion, du coup, le temps que tu puisses réfléchir à ranger tes affaires, parce que j'ai vu voilà. En fait, on peut aussi poser une question, si vous avez des questions dans la salle. Bon, j'avais pas, Andras m'avait demandé s'il communiquait sur une acquisition que j'avais fait l'année dernière. J'avais dit, bon, on pourra rester discret sur la question. Mais bon, moi, voilà, ça ne me gêne pas d'en parler, si toi, ça ne te gêne pas non plus. J'avais construit des bureaux il y a 10 ans à Martillac, et j'ai trouvé l'approche d'Andras, je trouvais le professionnalisme dans l'achat, qui était un peu technique du bien en question. Pénible, hein. J'étais pénible à l'achat. J'ai trouvé, mais je savais que c'était pénible. De toute façon, je savais qu'en vendant une SCPI, ça serait pénible. Mais en fait, je trouvais que l'approche était assez intéressante. On a trouvé un deal équilibré, puisque, en fait, j'ai même pas vendu un bien, j'ai vendu un crédit bail. Donc, oui, c'est vraiment un sujet technique. Et moi, en tant que conseil, qu'est-ce que j'ai pu voir? J'ai pu voir quand même que j'avais des professionnels qui connaissaient bien les sujets techniques. Et bon, le bien que tu as acheté chez nous, ça représente vraiment epsilon dans ta SCPI. Et c'est ça qui était intéressant. C'est le cas de le dire. Hein? C'est le cas de le dire, bien sûr. Mais un petit epsilon dans le grand epsilon. Et en fait, c'était l'occasion de voir aussi le professionnalisme que tu mettais en œuvre pour tes autres clients. Voilà, et c'est ça que j'ai aimé. Pareil, pour revenir sur BKO PCI, on a été investi depuis, je crois, 6 ou 7 ans dedans. C'est une SCPI qui a fait plus que sa promesse de performance, qui a délivré plus d'un doublement de capital dans ces 7 premières années. 5 ans, je crois, vous avez mis pour doubler le capital. Voilà, 5 ans et demi. Et aujourd'hui, il y a encore un moteur de performance là-dedans. Donc, vous voyez, c'est 2 approches très différentes sur des typologies, des tailles de biens, des typologies de biens. Et puis, il y a une génération qui a, à un moment donné, énormément collecté, donc il y a eu une petite baisse de performance, mais qui a réussi, à un moment donné, à faire quelque chose de très dur pour un gérant, stopper la collecte. Stopper la collecte. Pour moi, un professionnel qui est capable de dire « je stoppe la collecte », c'est un acte de saine gestion. Pourquoi? Parce qu'on va chercher une performance sur le moyen long terme. Voilà. C'est aussi pour ça que ce sont des gens qui, comme ceux de ce matin, on les a sélectionnés parce qu'on compte continuer, voire renforcer nos partenariats avec eux, mais parce que je voulais vous donner un point particulier pour chacun d'entre eux et de leur raison d'être là ce soir et d'être partenaire de l'événement. Et je les remercie chaleureusement pour cette présence. Merci beaucoup.